L'embryon est l'objet de toutes les attentions. Embryon objet ou embryon sujet? Une question qui se pose avec toute l'acuité que lui confère son potentiel prometteur en matière de recherche, de soins ou d'aide médicale à la procréation pour les couples dont le projet parental rencontre des difficultés sérieuses. Un embryon que l'on fabrique in vitro, que l'on sélectionne, dont on cultive les cellules et que l'on donne ou que l'on détruit en fin de parcours. Un embryon qui exauce le désir d'enfant de nombreux couples, tout en attisant les convoitises de la communauté médicale et scientifique, et malheureusement aussi, parfois, celles de curieux commerces. Alors pour parler de ces questions aujourd'hui, j'ai invité Agnès Noiset, gynécologue, médecin de la reproduction, praticien hospitalier dans le service de gynécologie obstétrique du professeur Gamère à l'hôpital de la Conception à Marseille. J'ai également Pierre Lecause, philosophe. Pierre Lecause est professeur agrégé de philosophie, maître de conférences en éthique médicale à la faculté de médecine de Marseille et naturellement membre du comité national d'éthique. Également à côté de Pierre Lecause, Jocelyne Rousier, psychologue, thérapeute de couple et attaché au laboratoire de la procréation médicalement assistée à l'hôpital de la Conception à Marseille. De l'autre côté de la table, Perrine Malzac. Perrine Malzac est généticienne. Vous êtes aussi praticien hospitalier dans le département de génétique médicale du professeur Philippe à l'hôpital d'enfants de la Timone à Marseille. Et vous êtes la coordinatrice de l'espace éthique méditerranéen. Et puis enfin, en bout de table, Jean-Pierre Binon. Jean-Pierre Binon, vous êtes avocat, membre de l'espace éthique méditerranéen et de la commission assistance médicale à la procréation de ce comité d'éthique. Vous êtes également président de la commission d'éthique de l'Union départementale des associations familiales des Bouches-du-Rhône. Pour commencer, nous allons parler du statut de l'embryon. Alors, tout de suite, une première question, peut-être pour Agnès Noiset, qui peut nous éclairer sur la différence entre l'embryon et le fœtus. Alors, on parle d'embryon dès les premiers stades de division cellulaire. Dès qu'il y a eu fécondation d'un ovocyte par un spermatozoïde, il y a les premières divisions cellulaires, on parle d'embryon. Il y a un stade que l'on doit noter, c'est le moment où l'embryon est implanté. Là, la grossesse démarre, donc il y a l'embryon préimplantatoire et l'embryon post-implantatoire, c'est-à-dire la grossesse qui démarre. Et puis, on parle d'embryon jusqu'au stade de 12 à 14 semaines d'aménorrhée. À partir de là, on va parler de fœtus. Je ne sais pas si Perrine a la même optique. Oui, alors il y a effectivement cet aspect, disons, médical. Je crois qu'il n'y a pas de limite très précise non plus de passage entre l'embryon et le fœtus. Il y a aussi un peu une histoire de forme. C'est vrai qu'à partir du moment où la forme humaine apparaît, on a plutôt tendance à parler de fœtus, alors que l'embryon reste plus informe, on va dire. Et puis, c'est un espèce de continuum, je crois qu'il faut dire, et qu'il n'y a pas une limite stricte entre les deux. Mais effectivement, habituellement, on parle de cette période-là vers 12 semaines. C'est vrai que la forme est importante parce que dès qu'on commence à étudier la morphologie, et la première échographie où on commence à parler de morphologie, c'est l'échographie où on mesure la clarté de la nuque, et là on parle de fœtus. Donc avant, il n'y a pas de forme, on fait des mesures qui sont minuscules, c'est les premiers stades. Avant, on parle d'embryon. La première échographie... Vous nous disiez tout à l'heure aussi qu'il y a l'embryon à l'intérieur et à l'extérieur du corps, alors que le fœtus, c'est forcément à l'intérieur du corps, c'est pas à l'extérieur. Et Maître Binon, donc d'un point de vue de la loi, l'embryon, ça a une définition précise en termes de semaines? Non, s'il y avait une définition, je crois qu'on le saurait. Tout le problème, justement, c'est qu'il n'y en a pas. Et on se rend compte aujourd'hui, en entendant les scientifiques, que dans la mesure où il n'y a pas de limite précise dans le passage du stade d'embryon au fœtus, c'est justement parce qu'il n'y a pas de loi qui le précise et qu'il n'est pas possible d'ailleurs d'en prévoir une. Donc toute la difficulté du sujet, c'est précisément de parler d'un problème sans pouvoir forcément le définir, tout en l'encadrant. D'accord. Alors on parle pourtant d'embryon et de pré-embryon. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire encore un stade avant l'embryon ou ça veut dire embryon à l'intérieur ou à l'extérieur? Agnès Noiset. C'est un terme qui n'est pas beaucoup utilisé en France, mais plutôt chez les anglo-saxons, qui ont parfois utilisé ce subterfuge, si on peut dire, pour parler de l'embryon avant l'implantation dans l'organisme. Donc l'objectif, ce serait de déterminer où il se trouve finalement. C'est surtout utilitaire. C'est que si on parle de pré-embryon, c'est plus un embryon, donc on peut toucher. Si on parle d'embryon, ça a un côté sacralisé, entre guillemets. Donc les anglo-saxons, qui sont pragmatiques, utilisent beaucoup ce terme de pré-embryon. Nous, c'est réservé, les biologistes de la reproduction utilisent ce terme pour le premier stade de fécondation, où on voit seulement les 2 premiers noyaux. À l'intérieur de l'ovocyte, on voit 2 noyaux. Dès qu'il y a division cellulaire, avec 2 cellules, ils parlent d'embryon. Donc,
Alors Pierre, vous avez un commentaire, j'imagine, parce que cette idée d'embryon, de pré-embryon, d'être pragmatique, ça veut dire, ça ouvre tout un champ d'un point de vue de l'éthique, non? Oui, Pierre oui, Lecause. je suis assez d'accord avec Agnès, à savoir que le concept de pré-embryon a surtout pour but de libérer les chercheurs du scrupule d'avoir à travailler sur ce qui est quand même un embryon d'humain, un être humain, et c'est pour ça que ça les intéresse, c'est parce qu'il est humain. Et je pense que les Français ont été plus loyaux et sincères en admettant que, eh bien, ils font du travail sur un embryon. Je crois que ces concepts d'embryon, de pré-embryon, si vraiment ils avaient une pertinence, on les utiliserait aussi pour les animaux. Or, le fait est qu'on ne les utilise pas pour l'animal. Oui, donc c'est bien un peu une sorte d'hypocrisie sémantique finalement, hein, on est d'accord. Alors pourtant, l'embryon demeure entre choses et personnes potentielles. Donc là aussi, j'imagine, Pierre, il y a tout un champ, si je puis dire, vague et pourtant qui évoque bien des notions. Oui, c'est un concept qui a été retenu par le Comité national d'éthique dans son premier avis en 1984. Ce statut de personne humaine potentielle n'a pas de signification juridique, comme le disait tout à l'heure Jean-Pierre Binon, mais je crois que c'est la définition finalement la plus satisfaisante que l'on a pu trouver, puisqu'effectivement, l'embryon n'est pas une chose, ce n'est pas un simple amas de matière, de cellules inerte, mais ça n'est pas non plus de toute évidence une personne entière. Donc le placer entre deux chaises, à mi-chemin entre la chose et la personne, en disant que c'est une chose en fait qui va vers la personne, cela me paraît être finalement une définition assez bonne et satisfaisante. Et pourtant, Maître Binon, donc, cette définition qui est pleine d'ambiguïté doit, j'imagine, au niveau de la loi, créer des situations un peu difficiles parfois. Alors, en réalité, sur la question de la définition de la personne ou de la chose, c'est-à-dire l'embryon objet ou sujet, c'était votre préambule, on tombe sur les cas classiques de définition parce que les juristes aiment bien fixer des familles. Donc il y a d'un côté les choses et de l'autre côté il y a les personnes. Et lorsque l'on parle aujourd'hui d'une personne humaine potentielle, eh bien c'est là justement peut-être de la sémantique, mais c'est l'occasion aussi de trouver une solution intermédiaire. Ce qui est intéressant, vous voulez dire une nouvelle famille en quelque sorte. En quelque sorte. Ce qui est intéressant, c'est un joli jeu de mots. Ce qui est intéressant, c'est que quand on dit personne humaine potentielle, vous avez donc trois termes. Vous avez personne humaine potentielle, mais pour autant elle est potentielle, mais elle est humaine. Et donc on joue sur les deux, et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'en réalité, si on donne à des scientifiques la possibilité de travailler sur de la matière humaine, je joue sur les mots justement, parce que matière c'est chose et humain c'est personnel. C'est choquant. C'est-à-dire qu'on va faire de l'expérimentation, on va, je veux dire que le subconscient de chacun est épouvanté à l'idée qu'on puisse manipuler ce genre de choses. Manipuler de la matière potentiellement humaine, vous voulez dire c'est moins grave. Mais à partir du moment où c'est potentiel, on se dit que c'est un être qui est sans doute qui existe, mais qui est en devenir. C'est-à-dire que la chose n'étant pas finie, n'étant pas parfaite, on a encore une possibilité de s'en sortir, au moins au plan philosophique, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, au niveau de la conscience de chacun. Alors, ce qui est quand même important, c'est que les juristes n'arrivent pas, en effet, à trouver de statut, et ils n'arrivent pas à trouver de statut sur cette question de l'embryon, parce qu'au-delà de la question de la définition, il y a d'autres impératifs qui se présentent. Et c'est là, d'ailleurs, peut-être qu'on verra tout à l'heure les contradictions, ou les ambiguïtés, ou les préoccupations qu'on peut avoir au plan social, puisque si on parle d'une personne humaine potentielle, on va se poser la question de l'IVG. On a eu dans l'actualité, on a eu le fameux amendement Garot. Enfin, ce sont des choses qui nous renvoient justement à ce problème de définition et qui expliquent qu'on tourne chaque fois autour du pot en essayant de trouver une solution, une situation, une définition intermédiaire qui satisfasse à la fois les scientifiques et les juristes. Alors, du point de vue de la génétique, justement, j'allais me tourner vers vous, Perrine Malzac. Est-ce qu'on peut dire que c'est une simple entité biologique, génétique, finalement, l'embryon, puisque quelque part, personne humaine potentielle, pas chose, pas humaine, donc... Alors moi, je crois que ça dépend aussi beaucoup, en fait, d'où on se place, c'est-à-dire qui on est quand on parle de l'embryon. Et effectivement, si on se place du point de vue, par exemple, d'un biologiste-chercheur, qui n'est pas du tout impliqué dans des démarches d'aide médicale à la procréation,
il aura peut-être tendance à vouloir considérer cet embryon comme du matériel biologique, quelques cellules au fond d'un tube qu'il va pouvoir manipuler, parce qu'il est intéressé par la connaissance de cet embryon. Si ce biologiste, il aide des parents à concevoir un enfant dans le cadre de l'aide médicale à la procréation, cet embryon n'aura pas du tout la même valeur pour lui, et il aura plutôt tendance à le placer du côté de la personne humaine potentielle en devenir. Et effectivement, on a dans cet embryon in vitro qu'on peut observer, à la fois cet aspect de matériel biologique et à la fois cet aspect d'espoir pour l'avenir, pour un couple qui veut procréer. Alors pour ce couple-là, encore plus, cet embryon peut représenter la vie qui va venir, l'enfant désiré, et on comprend bien qu'il ne peut pas considérer cet embryon comme une chose. Maintenant, si ce couple a pu avoir son enfant, perd donc le projet d'enfant, il n'y a plus de projet d'enfant pour ce couple-là, ils ont eu les enfants qu'ils souhaitaient, et bien d'un coup, des embryons surnuméraires peuvent retrouver un statut moins précieux et peut-être être confiés pour la recherche. Donc on voit que ce statut peut avoir une géométrie variable en fonction du point de vue où on est, du regard qu'on lui porte. Oui, oui. Je vous en prie, Agnès Noiset. Avec cette variabilité du statut. Et du coup, je crois que il faudrait, je ne vois pas pourquoi on s'est obligé à trouver un terme précis. On aurait pu laisser l'embryon d'humain. C'est un embryon d'humain. Et tout est contenu dans ces deux termes. Avec un D apostrophe, l'embryon d'humain, vous dites. Oui, bien sûr, ça fait toute la différence. Tout est contenu dans ces deux termes. Et de vouloir le qualifier de manière plus précise, alors on dit, mais ça dépend de quel point de vue on se place. L'embryon d'humain, c'est un embryon d'humain. Il n'a pas moins de valeur pour les uns, plus de valeur que les autres. C'est une réalité, c'est une entité biologique, génétique. Après, qu'elle soit investie affectivement, désinvestie, ça c'est autre chose. Mais ça partira. La dénomination ne peut pas évoquer l'investissement des uns ou des autres. Alors, pour nous mettre tous d'accord, le statut légal de l'embryon, Jean-Pierre Binon. Je crois que le législateur a été très très prudent en ne voulant pas légiférer. Et il me semble d'ailleurs que M. Mattei à l'époque avait dit, mais je pense que l'important est de ne pas légiférer en la matière. Je crois que c'est un peu la règle qui s'est imposée avec la loi de 1994 et même sa réforme en 2004. Je crois d'ailleurs que, selon une formule consacrée, trop de droit tue le droit. C'est sans doute pas une très bonne chose de vouloir légiférer partout. Il y a des matières qui renvoient à des questions essentielles comme celle de l'humanité, avec un grand H, qui renvoie à la question essentielle de la vie, du sens de la vie, de l'origine de la vie. Il y a un contenu qui est forcément spirituel, religieux, philosophique, enfin ce que vous voulez. C'est dommage d'y rajouter du droit. Ce serait, à mon avis, un petit peu affadir le sujet. Vous faisiez tout à l'heure allusion à certaines lois, dont la loi Veil. Alors justement, parlons-en, puisqu'on est sur le chapitre. Je pense que certains d'entre vous ont des tas de choses à dire là-dessus. Mais ceci dit, on va essayer d'être relativement précis. Est-ce que ça a une influence sur le statut de l'embryon, sur la façon, en tout cas, dont on considère l'embryon? La loi Veil, puisque la loi Veil, il faut le rappeler, c'est, Jean-Pierre Binon, allez-y, je vous en prie, la loi sur... C'est la loi sur l'IVG. En fait, je serais tenté de répondre à cette question, sans avoir l'exclusivité de la réponse, en faisant un petit cursus autour de cette question centrée. Il y a des cas où un enfant simplement conçu, par conséquent un fœtus, est considéré comme une personne. Et ça, c'est pas nouveau, ça remonte déjà à l'ancien droit et même au Code civil lui-même, 1804. Le Code civil fixe donc en 1804 l'idée selon laquelle un enfant simplement conçu a déjà des droits. Ce qui prouve bien qu'un fœtus peut avoir des droits, et s'il a des droits, c'est bien qu'il a un statut. Sauf qu'il a un statut non pas en tant qu'embryon, mais en tant que personne amenée à succéder, c'est-à-dire à profiter d'une succession. Enfin, c'est une petite parenthèse pour montrer qu'en 1804, il y a 2 siècles, on ne connaissait pas encore la biologie, on ne connaissait pas l'embryologie, et pour autant on se préoccupait de ce que serait une personne en devenir. Alors, le problème de l'IVG. Le problème de l'IVG, effectivement, c'est un problème... Interruption volontaire de grossesse. Voilà, c'est un problème, c'est un problème qui est délicat et scabreux, on va dire, parce qu'en réalité, je pense que si on a tant de difficultés à définir le statut de l'embryon, c'est parce qu'on ne veut pas que directement ou indirectement, on puisse remettre en cause l'apport ou l'institution ou la victoire ou la conquête, parce que selon les opinions de chacun, ça peut avoir un qualificatif différent, qu'a représenté la loi Veil. Il est clair que la loi de 1975 a constitué pour les femmes un progrès dans la mesure où ça leur permettrait de bénéficier d'une certaine indépendance, d'une certaine liberté de leur corps,
et au-delà de toute considération d'ordre moral. Donc une femme qui subit une grossesse, effectivement, c'est peut-être pas normal, surtout si elle a été victime d'un viol ou d'une violence conjugale quelconque. Bon. Donc le droit à la liberté, c'est un autre débat. C'était il y a 30 ans, il y a eu des associations qui ont milité pour ça, c'est pas notre problème. Mais il est clair que chaque fois qu'on met sur le tapis la question du statut de l'embryon, on voit apparaître le spectre d'une possibilité de révision de la loi Veil, d'une possibilité de remise en cause. Et la meilleure preuve, c'est que quand il y a eu le fameux amendement Garot, qui en réalité, en toute objectivité, n'avait aucun caractère objectivement, je dis bien pernicieux, ça a été un tollé général. Or, la question a été de savoir, au cas précis, une femme est enceinte, elle a un accident de la circulation, elle fait une fausse couche, est-ce que c'est un homicide involontaire? Moi, je serais tenté de dire oui, c'est une opinion personnelle, et d'autant que cette qualification aurait permis non seulement une simple réparation civile, c'est-à-dire des dommages-intérêts, mais également de responsabiliser l'auteur de l'infraction en lui disant « Attendez, monsieur, vous n'êtes pas contenté de commettre un accident de la route, vous avez également tué quelqu'un. » Et c'est là tout le problème. Et au bénéfice de cet amendement Garot, il y a eu un tollé général et on s'est dit « Ouh là là, on va remettre en cause la loi Veil ». Je pense que c'est un faux débat, mais cette question et cet exemple, à mon avis, illustrent parfaitement l'ambiguïté et la raison pour laquelle, finalement, on a tant de peine à fixer un statut de l'embryon parce qu'on a toujours peur de revenir sur des choses qui ont été acquises. Donc, en fait, pour résumer, ce que vous dites, c'est attention à la loi Veil, si on ne donne pas de statut à l'embryon, c'est parce que ça peut remettre en cause une loi existante qui apporte un bénéfice dans des circonstances particulières. Ou qu'on peut penser au plan idéologique que ça pourrait mener à sa remise en cause. D'accord, alors il y a des commentaires. Agnès Noiset. Sur la loi Veil. La loi Veil, c'était une loi destinée à soulager la souffrance des femmes. L'esprit de la loi initiale, un peu dérivé en pratique après, mais disons que l'esprit de la loi, c'était ça. Donc on s'est autorisé une transgression, et je crois que Mme Veil devait être la première à dire que c'était une transgression d'interrompre une grossesse, mais elle l'a fait dans le but de soulager la détresse et la souffrance des femmes à ce moment donné d'une grossesse non désirée, avec un contexte de détresse. Donc tout ce qui est dans le même contexte peut être accepté. Par contre, ce qui n'est pas dans le contexte de détresse, laisse à l'embryon et au fœtus en début de développement tout son côté important et grave. Et ce n'est pas parce qu'on a fait cette loi que ça doit impliquer de donner un côté méprisable au statut de l'embryon ou du fœtus. Donc pour vous, c'est deux choses séparées, ça n'a rien à voir. Et si l'embryon n'a pas de statut particulier d'un point de vue légal, c'est pas parce qu'on veut protéger ou, disons, sauvegarder une loi qui apporte par ailleurs des services dans certaines circonstances. Il faut rester clair, depuis la conception jusqu'à l'accouchement, il y a un continuum. Comment est-ce qu'on peut dire le contraire? Bien sûr, c'est ce que nous disait Perrine tout à l'heure. Il y a des étapes marquantes. L'embryon implanté, le début de grossesse, c'est une étape capitale. Après, l'embryon viable, la viabilité, c'est une autre étape capitale. Et puis l'accouchement. L'accouchement qui fait que l'enfant est né. Bon, c'est les trois étapes marquantes, mais il y a un continuum. Alors de dire avant ça vaut rien, après ça vaut tout, moi je trouve ça idiot. Pierre Lecause, je vois que vous me faites signe. Oui, je voulais simplement faire remarquer que c'est une loi finalement d'inspiration chrétienne, puisqu'elle mobilise une catégorie telle que celle de détresse, qui renvoie à ce qui est l'essence même de l'amour du prochain dans le christianisme, c'est-à-dire la compassion. Et donc c'est tout le paradoxe de la délibération contemporaine autour du statut de l'avortement, c'est qu'il n'y a plus guère, hormis également la communauté musulmane, il n'y a plus guère que l'Église catholique pour s'opposer radicalement à l'avortement, alors même que l'esprit de la loi était compassionnel, c'est-à-dire chrétien. Monsieur. Mais c'est une opinion personnelle. Bon, on a d'autres commentaires sur ce point. Alors on passe à l'autre loi, la loi de bioéthique, les lois de bioéthique, devrais-je dire, qui effectivement n'accordent pas de statut à l'embryon in utero, mais qui pourtant fixent un certain nombre de règles pour l'embryon in vitro. Donc on pourrait parler de ces règles, Perrine Malzac. Oui, tout à fait. Effectivement, l'embryon in vitro, il a comme caractéristique d'être fragilisé par le fait d'être hors du corps de la mère, hors de cette protection-là, et donc peut être l'objet, comme vous le disiez en introduction, de convoitises
Les lois de bioéthique ont voulu, dès le départ, dès 1994, et puis ça a été réitéré en 2004, définir un certain nombre de règles pour que cet embryon, à notre portée, du meilleur et du pire peut-être, puisse être en quelque sorte un petit peu protégé. Donc il y a un certain nombre de règles, notamment par rapport à la recherche, avec une évolution qu'on a vue apparaître entre 1994 et 2004, par rapport à l'utilisation de ces embryons pour l'aide médicale à la procréation, dans quel contexte, ça peut-être Agnès Noisé pourra le détailler aussi. Donc il y a un certain nombre d'usages, de règles qui sont définies dans cette loi de bioéthique concernant l'embryon in vitro. Et je crois parce que le législateur s'est rendu compte que cet embryon in vitro était fragilisé et que c'est cette fragilité qui nécessitait qu'il soit un petit peu plus protégé. D'accord. Alors, on peut peut-être regarder un petit peu ces règles, disons, de façon globale pour qu'on comprenne un peu justement les dangers qui guettent cet embryon in vitro. Donc, si on parle d'un point de vue, comment dirais-je, de l'utilisation de ces embryons, donc il y a un certain nombre de règles qui ont été fixées. Lesquelles ? De façon générale, la recherche sur l'embryon n'est pas autorisée, sauf donc, de façon dérogatoire et dans un cadre très précis, avec des projets de recherche qui doivent être étudiés précisément par l'Agence de la biomédecine, donc qui va désigner les équipes qui pourront faire ces recherches, et pour des recherches qui ne pourraient pas être faites par d'autres manières que l'utilisation d'embryons humains, donc par exemple des essais sur des embryons animaux et à visée thérapeutique aussi. Donc il y a un certain nombre de règles qui sont définies dans la loi afin que cette recherche soit à la fois utile, nécessaire et utilisant nécessairement des embryons humains et pas d'autres types d'embryons. D'accord. Voilà. Maître Binon, vous confirmez tout ça, des problèmes particuliers dont on pourrait parler Ce sont peut-être des questions qu'on examinera à propos de la recherche sur l'embryon, puisque je crois que ça méritera un point de vue spécifique. On en reparlera tout à l'heure. Mais la présentation globale est excellente. Je crois qu'on n'a rien à ajouter. En plus, le point de vue du praticien, qui personnellement me fait défaut. En plus des lois, de ce qui est contenu dans la loi de bioéthique, il y a une sorte de code des bonnes pratiques que se sont donnés les biologistes. Donc, ce sont eux qui manipulent ovocytes, spermatozoïdes et embryons. Et ce code des bonnes pratiques est assez précis. On ne peut pas cultiver les embryons plus d'un certain nombre de jours. Toutes les pratiques de congélation, de culture cellulaire sont vraiment encadrées. Alors, ça n'est pas une loi, mais il ne faut pas trop s'en écarter, donc c'est assez contrôlé. Bien sûr, il y a donc des protocoles précis qui ont été fixés par le législateur, et ce sont ceux-ci que... Pas le législateur, la profession. Par la profession, d'accord. Voilà, ok, ouais. D'accord. S'il y a des modifications dans l'évolution des techniques, ce code des bonnes pratiques est amené à évoluer nécessairement, mais il maintient un cadre. Alors, il y a une dimension dont on n'a pas parlé pour le moment et qui pourtant me paraît tout à fait essentielle, c'est la dimension du ressenti des couples eux-mêmes. Et à ce moment-là, je pense que Jocelyne peut nous en parler de façon très, très précise, puisque c'est votre métier, Jocelyne Rousier. Vous recevez, vous, les couples qui ont un projet parental qui va nécessiter justement une aide médicale à la procréation. Et pour eux, l'embryon, c'est un petit peu, j'allais dire, la réalisation de ce projet. Parlez-nous un petit peu de leur ressenti. C'est-à-dire qu'en fait, tous les couples, et particulièrement les femmes, vivent l'embryon comme l'enfant qu'ils vont avoir, comme le bébé qu'ils auront. Et dès la conception de l'embryon, c'est un investissement autour de cette notion-là, si bien qu'on peut imaginer leur désespoir, même si elles perdent cet embryon au 14e jour de l'implantation. Donc en fait, là, le côté personne potentielle, c'est carrément le côté personne, si je comprends bien. Totalement, totalement. Oui. Donc comment ça se passe quand vous avez un entretien de ce type? Vous ressentez dans ce qu'ils vous disent justement cette dimension surévaluée quelque part, mais que l'on comprend d'un point de vue émotionnel du statut, disons, de ce que représente l'embryon pour eux? Oui, les femmes notamment l'expriment de façon très claire. Cet embryon, c'est un bébé qu'elles investissent complètement, dont elles ont trouvé le prénom, qu'elles imaginent, qu'elles se représentent. Oui, elles l'expriment, oui. Alors, on sait, et on le verra tout à l'heure quand on parlera d'aide médicale à la procréation, que ça ne marche pas à tous les coups, que c'est compliqué. Comment vous faites? Vous les prévenez un peu? Vous leur dites attention, il ne faut pas investir autant à cette étape de la chose? Comment vous y prenez? Elles le savent très bien, elles ont les chiffres. Quand elles arrivent à la consultation du psychologue, elles ont déjà rencontré beaucoup d'intervenants médicaux qui les ont
préparées à la possibilité d'un échec, mais c'est quelque chose qu'elles arrivent à éliminer complètement quand elles entrent dans ce processus d'aide à la procréation médicalement assistée. Et même quand la première tentative échoue, qu'elles recommencent une deuxième fois, une troisième fois, à chaque fois, l'investissement est le même. Elles sont convaincues que c'est cet enfant-là, c'est leur enfant, c'est leur bébé, et elles l'investissent de cette façon-là à chaque fois. Pierre Lecause. Oui, je trouve que c'est intéressant, cette part de représentation psychique, de projection imaginaire, même de fonction cognitive, affective que l'on prête à l'embryon ou au fœtus, alors que probablement, souvent, il perçoit beaucoup moins de choses, à mon avis, qu'on ne veut bien le croire. Il y a une difficulté pour des gens, chercheurs, matérialistes et athées, à comprendre comment des gens peuvent prêter une valeur à un être qui n'est même pas visible à l'œil nu, qui ne fait même pas 1 millimètre. Et le témoignage de ma voisine de table va tout à fait dans le sens de ce que je voulais dire. C'est la réalité de terrain. Hein, c'est la réalité le de terrain. constat du psychologue sur le terrain. C'est-à-dire, d'une manière générale, les hommes vivent dans 2 dimensions. La réalité empirique, perceptible, celle qui nous tombe sous les yeux à tout instant, et dans une 2e dimension qui est l'imaginaire symbolique. Et quand un matérialiste athée va dans un stade de foot et qu'il entend qu'on siffle la Marseillaise et qu'il est scandalisé, eh bien, il se rend compte que lui aussi, il vit dans une dimension d'imaginaire symbolique, parce que le sifflet en lui-même n'est rien, etc. D'accord, donc on n'en sortira plus. Alors allez-y, oui, je vous en prie, Agnès. Ces moments assez émouvants d'ailleurs du transfert d'embryons, parce qu'en tant que gynécologue dans le centre d'AMP, je fais un certain nombre de ces transferts d'embryons. Les femmes sont tout de suite, effectivement, quand la technicienne de labo arrive avec l'embryon dans le petit cathéter de transfert, les femmes disent presque toujours « Ah ben voilà, mes bébés ». C'est beau. Oui, alors les beaux, déjà, c'est qu'elles veulent savoir si ça va marcher, mais Oui, elles projettent toujours. Et il faut se garder, nous, en tout cas, en tant que cliniciens, il faut se garder de rentrer trop dans ce jeu-là, du style, oui, ça va marcher. Il faut rester très, très sobre. Très détaché, très réservé. C'est déjà très émouvant, parce qu'on sait bien que c'est un moment important, et il faut pas accentuer leur émotion et leur investissement. Si vous voulez, on arrive un peu à la conclusion de ce débat pour ce chapitre sur le statut de l'embryon, mais j'aimerais savoir, de faire un petit tour de table en disant la tendance actuelle, c'est quoi? C'est plus ou moins de statut pour l'embryon? Agnès Noiset. Je dirais c'est statu quo. Vous en sortez bien, hein, Pierre Lecause. Il y a eu un livre qui a été publié il y a à peine quelques mois par Claude Sureau, qui est un éminent gynécologue obstétricien et membre du comité d'éthique, qui a proposé de créer un nouveau statut qui serait l'être prénatal pour nous sortir de ces difficultés entre est-ce que c'est une chose, est-ce que c'est une personne. Mais je crois que Jean-Pierre Binon a bien parlé tout à l'heure en nous disant que trop de droits tue le droit et qu'on a souvent l'illusion, je crois, aujourd'hui, qu'en mettant plein de règlements, plein de lois, on va se débrouiller avec nos problèmes, alors que non, on en aura toujours des problèmes d'éthique. Et l'éthique est là, je crois, justement, pour suppléer aux limites du droit. Les statu quo, 2 voix pour le statu quo. Jocelyne Rousier. Le statu quo. Statu quo, 3 voix. Perrine Malzac. Oui, une espèce de statu quo, mais moi j'ai le sentiment d'un statut peut-être pluriel, c'est-à-dire la tendance à vouloir un peu démultiplier le statut de l'embryon pour que chacun y trouve son compte. Alors, le dernier mot, Jean-Pierre Binon. Mon opinion, c'est que le statu quo s'impose, mais qu'il y a quand même des gens qui luttent pour qu'il y ait un statut. Et on n'en a pas parlé, mais il y a aussi la dimension européenne. Parce qu'on parle de l'embryon et du statut de l'embryon, mais le problème fondamental, c'est la définition de la vie. Et la définition de la vie, on ne la trouve nulle part. Qu'est-ce qui est vivant et qu'est-ce qui fait la différence? Alors, il y a des gens qui se sont dit, après tout, puisqu'on ne trouve pas la solution en droit français, on va essayer de voir au niveau européen. Et il y a, par exemple, une Convention internationale des droits de l'enfant. Il y a la Convention européenne des droits de l'homme. En particulier, je crois, un article 2 qui fixe le droit à la vie. Eh bien, cette question-là a été débattue devant la Cour européenne des droits de l'homme, et celle-ci aussi a botté en touche en renvoyant à la connaissance et à la compétence de chaque juridiction nationale. C'est une manière de traiter le problème sans le traiter. Et la meilleure preuve en est que cette interrogation qui persiste au niveau français, eh bien, elle persiste au niveau global, parce que je pense que les hommes, au sens général du terme, sont les mêmes partout. Je veux dire, ceux qui se questionnent, ceux qui s'interrogent, et que même si on a des systèmes juridiques qui sont différents, fondamentalement,
on est tous, je dirais, semblables. Et c'est pour ça, à mon avis, que la seule solution actuellement, c'est de ne rien faire et de se contenter peut-être de cette solution intermédiaire consiste à trouver cette notion de personne humaine potentielle, peut-être avec d'autres mots, d'autres langages s'il le faut, mais avec toujours cette notion du potentiel, c'est-à-dire de l'être en devenir. Je vous remercie pour ce premier débat donc, sur le statut de l'embryon. On se retrouve demain avec un débat sur l'aide médicale à la procréation. À demain sur Questions d'éthique.